Bonjour, je m'appelle Thomas Brantôme, je suis historien du droit et des idées politiques. J'enseigne à Paris Descartes ainsi qu'à l'Université d'Évry et je viens d'écrire un livre sur l'histoire de la République en France avec l'historien du droit Jacques de Saint-Victor. Donc, comme vous venez de le dire, vous venez de publier donc une histoire de la République en France. Et justement, le mot et le concept de République, c'est un mot qui est très galvaudé. Est-ce que pour vous, ça a encore un sens aujourd'hui ? Effectivement, avec Jacques de Saint-Victor, nous sommes partis d'un paradoxe en regardant la situation actuelle. C'est qu'à la fois le mot République semble grandement invoqué, parfois par des partis politiques, parfois par des intellectuels, et en même temps, certains se posent la question de savoir si ce n'est pas un mot vide de sens. Usé jusqu'à la corde. Donc c'est d'abord un travail effectivement de redéfinition, savoir ce qu'il était à l'origine, savoir comment il a évolué, savoir ce qu'il est devenu. Et effectivement on se rend compte que la République à l'origine tire son étymologie d'un mot latin qui dit res publica, lui-même traduction latine d'un mot grec qui était la politeia et qui évoque l'idée du bien commun, de la chose publique. Alors justement, vous dites on est revenu aux origines. Alors c'est assez drôle parce que votre premier chapitre est consacré à la République entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, c'est-à-dire avant 1789. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors effectivement, pour savoir s'il a un sens, il faut retourner aux origines, il faut savoir ce qu'il était. Il me semble que, et ça rejoint la réponse de la première question, la République n'est pas un régime politique comme un autre. La République, dans son sens originel, est un idéal. C'est un idéal qu'on pourrait définir dans le fait d'intégrer le collectif, autrui, le commun, dans son action de tous les jours. C'est donc un régime politique, une idée qui s'oppose au pur individualisme. Et celui qui formule cette idée même, le premier, c'est Aristote. Aristote nous dit, la formule est très connue, que l'homme est un animal politique. Ça signifie que c'est un homme social, qu'il a une nature sociale, qu'il doit vivre avec les autres. Revenir à cette première définition permet justement de comprendre que l'état de fait qu'on nous pose actuellement, à savoir que l'homme est un individu, ou même qu'il est caractérisé par l'individualisme possessif, ceci en fait n'est que récent, n'est qu'une progression qu'on peut dater aux environs du XVIe siècle, et donc s'oppose une question en fait qui dépasse le régime politique, puisqu'en fait elle parle de la nature même de l'homme. Est-ce que l'homme est sociable ou est-ce que l'homme est individuel? Et en reprenant la tradition à ses origines, par Aristote et donc sa relecture par des médiévistes, on voit qu'il y a une autre façon de penser le social et une autre façon de penser l'homme. Oui, tout ça, il y a quand même eu des mutations dans la République, dans l'idée même de la République. Entre le XIIIe et le XXIe siècle, absolument. Ça a changé. Alors, aux origines, pour Aristote, une fois qu'il dit que l'homme est un animal politique, il recherche le meilleur des régimes. En somme, puisque l'homme doit vivre avec les autres, encore faut-il qu'il vive bien. Il vive dans une bonne organisation politique. Donc il fait cette classification qui est très connue, en faisant une classification qualitative et quantitative. Est-ce que c'est le régime d'un seul, de plusieurs ou de tous ? Et il dit qu'un régime doit chercher, pour être un bon régime, une bonne constitution, doit chercher à viser le bien commun. Ce bien commun peut être assuré par une seule personne, ça serait en monarchie, par plusieurs, une aristocratie, les aristoi en grec veut dire les meilleurs, ou alors une multitude qu'il appelle la politeia. Et donc c'est cette tradition qu'on va voir renaître au XIIIe siècle, après avoir eu une éclipse effectivement de plusieurs siècles, liée à l'Empire romain et liée également à la patristique latine, c'est-à-dire les pères de l'Église, qui considéraient qu'en fait le gouvernement devait être dans les mains d'un roi, parce que les hommes étaient frappés par le péché originel et que finalement le roi était là pour permettre aux pécheurs de revenir dans le droit chemin. Et à partir du XIIIe siècle et l'université de Paris, on redécouvre Aristote et on commence à se dire que le prince doit continuer à gouverner, mais il doit être entouré.
Les citoyens, le mot revient un petit peu. Et donc ça, c'est un début de république. Voilà, c'est du moins le retour de l'idée républicaine. Le prince doit être accompagné dans son gouvernement parce qu'il doit viser l'utilité commune, l'intérêt commun. Donc là, on ne peut évidemment pas parler de république au sens moderne, mais le prince doit s'entourer. Et donc pendant 5 siècles, il va y avoir cette opposition avec progressivement une tradition qui va aller vers l'absolutisme, qui est la chose la plus connue pour nous autres Français, mais en contrebas, l'idée que non, au contraire, un roi doit être entouré pour servir le bien commun. Et le grand changement qui va apparaître, vous l'avez lu, c'est à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, avec des auteurs comme Spinoza et Rousseau qui vont véritablement changer notre rapport à la République et lui redonner une définition avec une articulation maintenant autour de la démocratie. Alors justement, à partir de quel moment on a commencé vraiment à marier en fait la République et la démocratie? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande aux gens de parler de République, souvent ils confondent en fait ces deux notions. Absolument. Alors si la République, c'est l'idée de chercher le bien commun, en fait, on peut considérer par définition qu'un monarque peut le faire. Un homme seul pourrait vouloir le bien commun. Mais dans la pensée radicale hollandaise du XVIIe et ensuite des Lumières radicales françaises, la réflexion évolue et se dit au fond, non, qui sont les mieux à même de penser le bien commun? Qui sait mieux que le peuple lui-même les bienfaits d'une politique qui cherche et qui va vers l'intérêt de tous. Et donc, on commence à voir apparaître une idée de démocratie, au sens grec le démos kratos, le pouvoir du peuple. On le trouve chez Spinoza, qui va fonder sa théorie sur la loi du nombre, sur l'idée qu'il faut un État. Ça, c'est très important chez Spinoza. Il faut un État fort. Et pour que cet État soit fort, alors il faut que le grand nombre y participe. Il donne sa force à cet État-là. Du côté de Rousseau, l'idée est surtout de considérer que ce qui compte, c'est la question du souverain. Et ce souverain, selon lui, doit être le peuple. Donc à partir de ce moment-là, lorsque le peuple devient le souverain dans un régime, nécessairement, alors la République doit être démocratique, puisque la République qui donne le pouvoir politique dans les mains du souverain, doit donc le donner dans les mains du peuple. Alors, il y a d'autres notions ou concepts qu'on attache à l'idée de République en France. C'est par exemple la notion de la laïcité. Pour vous, à partir de quel moment on a commencé à penser qu'une République devait être laïque? Est-ce que ça fait vraiment partie de l'ADN en fait, de la République, la laïcité? Oui, complètement. Donc, cette question de la laïcité pourrait demander presque une interview en entier, tant elle est longue, compliquée et qu'elle soulève beaucoup de questions. Le débat actuel gagnerait à être éclairé par le temps long. On a tendance, lorsqu'on parle de la laïcité, à se focaliser sur 1905. Or, je pense qu'effectivement, il faut revenir aux origines de la République française et donc au moment où la République devient institutionnelle en France, c'est-à-dire en 1792. Ce qui apparaît à cette époque n'est pas tant un problème vis-à-vis de Dieu. Nous avons beaucoup de personnes qui sont déistes à l'époque, même s'il y a quand même une part non négligeable d'athées. Non, la question, c'est un rapport de force entre les pouvoirs, et les pouvoirs, notamment celui de l'Église. Donc, ce qu'il faut appeler le clergé, ou plus tard le cléricalisme. Et très vite, les révolutionnaires se rendent compte, il faut bien se rappeler que dans un premier temps, on ne veut pas faire effondrer la monarchie, mais la régénérer et permettre un modèle peut-être à l'anglaise, hein, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle. Et on se rend compte que pour régénérer cette monarchie, il faut écarter en fait le pouvoir de l'Église, la mainmise de l'Église, qui encourage un système inégalitaire, un système d'ordre où le clergé, en tant que premier ordre, a des privilèges. Des gens comme Sieyès, dans un essai de 1788, fustigent les privilèges des nobles, mais aussi du clergé. Donc la première étape de la laïcité, c'est le moment où on va demander tout simplement au clergé d'accepter de se soumettre à la loi commune posée par la nation et par la constitution qu'on va mettre en place le 3 septembre 91. C'est très important d'imaginer ça. L'idée de république, c'est nous devons avoir une loi commune. Nous devons avoir une loi commune. Et donc,
le clergé, le catholicisme lui-même n'a pas le droit de s'exempter de cette loi commune. C'est pourquoi, le 12 juillet 1790, nous allons mettre en place la constitution civile du clergé. Tout prêtre doit prêter serment au moment où il devient religieux d'être fidèle à la nation, au roi et à la constitution. Et évidemment, il va y avoir une vraie bataille, une vraie guerre entre ceux qui acceptent et ceux qui refusent et qu'on appellera les prêtres réfractaires. À partir de là, donc, on commence à avoir un point conflictuel entre un bras de fer entre l'Église et la République. Et donc, tout le 19e siècle est parcouru par cette idée de cet antagonisme originel, premièrement, et deuxièmement, et c'est là que les choses aussi deviennent très intéressantes pour comprendre la laïcité, par le fait que les républicains, plusieurs fois, vont perdre le combat, et de façon tragique, notamment en 1848, alors même qu'ils ont fait advenir le suffrage universel. Mais ils se rendent compte en 1848 que le peuple, notamment des campagnes, est encore très religieux, très croyant, et qui donc vote pour un personnel, une assemblée plus conservatrice. Et donc, à partir de ce moment-là, les républicains disent qu'il faut aller jusqu'au germe même de la pensée française et qu'il ne suffit pas d'avoir des lois contre l'Église, mais vraiment essayer de faire advenir la République dans le cerveau des personnes. Et très vite, on se rend compte que le prêtre, en faisant des prêches, empêche donc la République de pénétrer. C'est pourquoi la Troisième République, en fait, il faut vraiment remonter aussi à cette Troisième République. Il y a une opposition virulente contre le clergé, et on a par exemple Gambetta qui dit cette phrase « Le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Donc c'est le cléricalisme effectivement qui est dans une position d'adversaire, où on va lui ôter progressivement l'éducation, l'enseignement, afin de pouvoir former des citoyens moderne. Et donc, la laïcité de 1905 n'arrive en fait comme un bout de processus où on parachève en fait ce mouvement de séparation en disant qu'on peut être croyant, que tout ça relève de la sphère de l'intime, mais qu'en revanche, ce qui est très important, c'est toujours cette loi commune, et cette loi commune, elle se forme avec des citoyens. Mais donc, après 1905, une fois effectivement qu'il y a eu ce parachèvement, que ce bras de fer en fait finalement a été gagné par l'État ou par le bien commun, à partir de, on n'aurait plus besoin d'être laïque du coup après 1905, ou au fur et à mesure du XXe siècle, au moment où la religion va quand même prendre de moins en moins d'importance. L'État est de moins en moins inféodé quand même à la religion au fur et à mesure du XXe siècle. Oui, la question en fait est posée du fait d'une confusion. Du fait que les idées, le modèle et les valeurs du monde anglo-saxon ont progressivement pénétré l'esprit français. Et donc aujourd'hui, on peut souligner cet état de fait par un oxymore qui est lorsqu'on parle de la laïcité à l'américaine. Mais non, ça n'existe pas. Ils n'ont pas ce même point de vue. Ce que je comprends, je comprends des Anglais, je comprends des Américains, mais c'est leur modèle. Ce sont des modèles où Dieu existe encore, il est présent sur les billets, le président américain jure sur la Bible s'il est croyant, parce qu'on a le droit de jurer sur le texte sacré qu'on veut. C'est une autre tradition. Donc, dans cette idée-là, la tradition anglo-saxonne, c'est la religion est si importante qu'on va chercher à la faire coexister. Et ensuite, on va rechercher une forme d'équilibre entre toutes ces communautés d'existence. Tandis que la tradition française, elle rejette dès ses origines l'idée que nous serions qu'un agrégat d'individus, qu'une juxtaposition des communautés. Non, la République se dit, si on doit servir le bien commun, soyons nous-mêmes des citoyens qui pouvons penser au commun, un destin commun et un rapport aux politiques communs. Mais la façon dont aujourd'hui on utilise la laïcité ou le fait d'être laïque, et derrière souvent la République, est-ce que ça vous paraît cohérent ? Lorsqu'on dit, voilà, nous sommes laïcs, donc nous ne voulons pas voir de voile à la télé ou des choses comme ça. Est-ce que par rapport à votre lecture historique de la laïcité, est-ce que pour vous ça a du sens ? Évidemment, la religion, comme la politique, touche à l'intime, touche aux tripes. C'est quelque chose de viscéral. Donc il y a toujours une grande difficulté à voir des personnes à la télé, à voir des personnes dans les journaux nous dire ce que l'on devrait ou ne devrions pas faire.
Donc, ceci crée d'énormes tensions et donc crée un climat de polémique qui n'est pas bon. La réalité, c'est d'abord, effectivement, comme nous le faisons ici, de revenir aux définitions. Et je constate, toutes les fois où j'ai fait des conférences, des discussions à travers différentes parties de la jeunesse, que lorsque je demande, ou lorsque je propose les 3 modèles de rapport entre le politique et le religieux, je le soumets à mes jeunes étudiants, je leur dis le premier, c'est la théocratie. On est dans un état où le pouvoir appartient totalement aux religieux. Deuxième modèle, constitution civile du clergé, la religion est totalement soumise à l'État et aux politiques. Troisième modèle, la laïcité. On sépare. On cherche à vivre en commun au maximum et ensuite la religion, on la met légèrement de côté pour essayer de moins être dans ce qui nous divise que de ce qui nous unit. Tous mes étudiants de toutes les religions me disent qu'ils sont pour le troisième modèle. Ce qui m'amène à penser que c'est le problème vient que la laïcité est mal comprise, ou mal enseignée, ou mal réfléchie, et que donc effectivement, il faut redonner la parole à ceux qui ont travaillé cette question, accepter le débat, parce qu'on aurait pu y revenir, mais le moment 1905 fait débat, il faut l'avouer, il y a des interprétations possibles, et surtout, chercher à ce que la finalité du débat sur la laïcité permettre de comprendre que cette loi a été prise et est appliquée aujourd'hui afin d'avoir un maximum de paix, un maximum de possibilités d'articulation entre la liberté individuelle et le rapport au collectif. Et donc, certains vont dans les 2 écueils. On a des personnes qui donnent le sentiment que la laïcité serait un projet en fait où le politique, le commun, le collectif viendrait faire une injonction à l'individu, ce qui évidemment n'est pas satisfaisant. Et de l'autre côté, parfois une certaine tendance à juste penser sa vision subjective et dire « moi je pense que », ce qu'on peut comprendre, c'est la base de toute réflexion, mais qui omet l'idée qu'il y a une collectivité, un commun. Et donc je crois que la laïcité doit nous permettre ou doit nous engager à repenser cette articulation entre l'individu et le collectif. Alors en parlant d'articulation qu'on ne comprend pas très bien aujourd'hui, enfin qui est devenu un peu flou, c'est le clivage gauche-droite. Vous en parlez pas mal dans votre ouvrage. Et aujourd'hui on a l'impression, enfin on a un président de la République, quand on lui parle du clivage gauche-droite, ça lui donne des boutons. Mélenchon et la France insoumise, parfois ont tendance à prendre un peu de recul par rapport à ce que c'est que la gauche. Est-ce que pour vous, encore une fois, est-ce que ce sont des mots est-ce que ça a un sens que de se dire par exemple je suis de gauche en 2018 par rapport à tout ce que ça a été et tout ce que ça a voulu dire? Oui, c'est une question fondamentale qui, à mon avis, va être dans le débat intellectuel et politique pour les 4 prochaines années et qu'il faut traiter. L'idée de gauche apparaît avec la Révolution française. Sous l'Assemblée constituante, alors que normalement on avait une classification par ordre, clergé, noblesse, tiers-état, à partir du moment où le tiers-état se fonde en parti patriote et parvient le 9 juillet à mettre en place une Assemblée nationale constituante, on va parler de la question du positionnement du roi dans cette constitution et notamment aurait-il le droit à un veto. Et ceux qui sont contre cette idée du veto vont se placer à gauche du président de l'Assemblée nationale et ceux qui sont en faveur du veto du roi à droite. La gauche et la droite est née. Hormis cette anecdote historique, je pense que à partir de ce moment-là, on peut donner une définition de la gauche. La gauche, à mon avis, elle a 2 temps très importants. Le premier, c'est celui de la Révolution française, et le deuxième, c'est le moment du socialisme et du marxisme. Dans les 2 cas, je crois qu'il y a une définition commune qui est la lutte, je dirais, la lutte contre l'ordre injuste. Sous la Révolution, cette gauche lutte contre un ordre injuste qui est celui de l'absolutisme et des privilèges, et une société d'ordre inacceptable. Donc, au nom de l'égalité. À partir des années 1820-1830 et l'apparition de la révolution industrielle en France et de la question sociale, cette fois-ci, l'ordre injuste, c'est les extrêmes inégalités
et le paupérisme, notion nouvelle qui nous vient de l'Angleterre, qui apparaît dans les classes les plus laborieuses, comme on dit à l'époque. Donc, paupérisme et inégalité produits par le capitalisme. Dans les deux cas, donc, la gauche a pour projet de viser à lutter contre un ordre injuste. Ensuite, il y aura évidemment beaucoup de ramifications différentes, mais on peut dire que la gauche à ce moment-là est progressiste, donc puisqu'elle veut changer l'état des choses, et la droite doit agir à ce moment-là en réaction. Elle est pour le statu quo. Donc c'est pour ça qu'on va créer les épithètes de conservateurs ou même de réactionnaires, pour ceux qui veulent revenir à l'ordre ancien. Et dans cette droite-là, des auteurs comme Joseph de Maistre ou Bonald vont donner des éléments qui aujourd'hui permettent de réfléchir au commun, puisqu'ils disent que la Révolution a atomisé la société, et donc on n'est pas exactement sur les mêmes débats qu'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, pourquoi la chose a disparu? Effectivement, parce que les idées de gauche... Elles n'ont pas disparu. Ou disparu, mais sont remises en cause. Parce que les mots, en fait, ont épousé les hommes. Et donc, on rejette les mots après avoir rejeté les hommes. On peut le dire pour la République. La République a failli beaucoup de fois. La République a mal agi. La République a un tribut lourd dans son passé. On pourrait même dire de passif. Et la gauche, de la même façon. Peut-être l'erreur que certains font, c'est donc d'assimiler les deux, d'assimiler le concept, d'assimiler la chose avec son devenir, avec son passé. Un auteur qui s'appelait Robert de Jouvenel avait écrit en 1914 un ouvrage qui s'appelait La République des camarades. Il disait « Je veux faire une critique de la République au nom de la République ». Et là, on pourrait dire la même chose. Il y a une critique de gauche à faire, peut-être, mais au nom de la gauche. Maintenant, pourquoi... Est-ce que ça a encore un avenir ? Du coup, la gauche, parce que précisément, comme vous dites, comme les mots, enfin les concepts ont épousé les hommes, et quand on a vu toutes les trahisons qui ont marqué l'histoire de la gauche, est-ce que vous pensez que ça peut encore avoir un avenir ? Quand même, le mot est lourd. Le problème, effectivement, c'est se dire que gauche-droite semble ne plus dire grand-chose, alors qu'à mon sens, si. Il y a une chose importante. Je crois que quand on discute politique avec une personne, on gagnera de ne pas demander pour qui votes-tu, mais quel est ton idéal de vie politique? Quel est ton projet? Quelle est ta vision de la société? Et assurément, il y a des traits, il y a des lignes directrices qui fracturent encore et qui fait qu'on peut sentir que quelqu'un est de gauche ou de droite. Le vrai problème, c'est que l'opposition très nette, elle était sur cette question de l'ordre injuste. Lutte contre la monarchie, au nom de la République, lutte contre le capitalisme, au nom d'une tradition en France qui avait fait la synthèse entre le jacobinisme et le marxisme. C'est-à-dire, il fallait empêcher la victoire du pouvoir de l'argent. Donc là, la ligne de démarcation était assez nette. Mais à partir des années 60, une vague nouvelle va déferler sur l'Occident, on pourrait dire, d'abord aux États-Unis, puis ensuite avec les gauches social-démocrates européennes, où finalement, cette ligne de démarcation sur la question économique, cette idée d'être anticapitaliste, l'idée de lutter contre le libéralisme économique disparaît. Et le ralliement progressif des gauches occidentales entraîne en fait la confusion. À partir du moment où les gauches ne sont plus dans une lutte pour un monde plus égalitaire, plus juste, qui renoue avec l'idée aristotélicienne qu'on est social, donc on doit partager, on doit avoir une pensée commune, et que les disparités des fortunes mettent en péril ce commun, à partir du moment où les gauches abandonnent ce projet, alors la confusion se fait entre droite et gauche qui commencent à être très proches, et à ce moment-là, le différentiel devient sur ce qu'on appelle depuis quelques années le sociétal, c'est-à-dire la lutte pour les minorités, etc., qui est un combat très important, mais qui ne peut pas être la seule finalité, puisqu'on voit bien que effectivement, des personnes de centre droit peuvent être totalement progressistes et donc avoir un discours de partage, d'égalité des droits sur ces minorités. Donc, c'est probablement autour de la question économique que va se refonder ou pas la question droite-gauche.
cela dit, il faut rajouter qu'effectivement une nouvelle ligne apparaît, qui est en fait, au lieu de penser donc cette opposition politique sur une ligne horizontale gauche-droite, on voit depuis quelques années une réarticulation du politique sur une ligne cette fois-ci verticale. Mon co-auteur Jacques de Saint-Victor l'a dit il y a quelques années dans son essai Les antipolitiques, parce qu'il avait étudié la naissance du mouvement 5 étoiles en Italie. Et le mouvement 5 étoiles s'est fondé sur un écrit du XVIe siècle de Guy Chardin qui parlait de la piazza contre le palazzo, c'est-à-dire finalement les petits contre les grands, chose qui est dans le discours aussi de Machiavel. Donc la question qui est aussi dans le discours révolutionnaire de 1789 ? C'est une bonne question. Ils ne parlent pas de la même façon, eux, ils parlent des privilèges. C'est très intéressant parce que en parlant des privilèges et de cette lutte pour la loi commune, les révolutionnaires nous ont donné des outils aujourd'hui. Le républicain, le citoyen, c'est celui qui accepte la loi commune, qui s'y plie. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, on n'est pas républicain parfois celui qui s'en vante. Celui qui n'accepte pas la règle des impôts, celui qui n'accepte pas la règle de la fiscalité, c'est celui-là en fait qui est anti-républicain, puisque c'est lui qui rompt avec la loi commune. Celui qui refuse de penser l'articulation du religieux et de la loi commune peut s'extirper de la loi commune. Celui qui vit effectivement dans une disparité économique aussi, met en péril la loi commune. Donc nous, c'est plus autour de la question des privilèges qu'on a forgé le républicanisme jacobin. Et d'ailleurs, on le voit dans les titres des journaux. Il y a toujours une haine des privilèges en France. Donc on parle plus de cette chose-là plutôt que de la question des grands et des petits. Et donc effectivement, vous avez posé une très bonne question parce que la grande réflexion qui va traverser beaucoup de nos débats intellectuels à venir, c'est doit-on parler de gauche et de droite ou de peuple et le mot élite, oligarchie, il y en a plusieurs, c'est un vrai débat. Alors, j'ai une dernière question, et elle vous a été posée par l'économiste Thomas Porcher. Il vous a demandé si il fallait en finir avec la 5e République. Est-ce que vous pensez qu'il faut passer à une 6e République? Ou d'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas en finir tout court avec la République? Pour penser à un autre modèle, il y a peut-être d'autres modèles qui seraient plus intéressants. Alors, je pense qu'effectivement, je réponds à la deuxième et ensuite à la première. La République n'est pas un cadre figé qu'on nous donne clé en main, c'est comme ça. Je pense que la pire chose qu'on puisse imaginer avec la République, c'est que ce serait une injonction. Une idée de la République, tu l'aimes ou tu pars. Non. Mais la République, on doit la faire aimer. Les républicains du 19e siècle, qui ont couru la mort, il y a eu des exécutés pour avoir crié « Vive la République », la prison, à la Sainte-Pélagie, combien de républicains qui étaient là, les barricades de 48, les barricades de la Commune, les républicains avaient compris qu'il fallait faire aimer la République. Et comment on l'a fait? En donnant sa définition et en cherchant à ce que notre régime politique soit au plus près de cet idéal, qui est un idéal d'égalité. Un idéal de commun. Donc, non, nous ne devons pas penser que la République est figée, et elle doit advenir, donc elle doit changer. Mais l'idée de Respublica peut nous permettre de répondre à beaucoup de choses. Un auteur comme Léon Duguy, par exemple, un juriste à la croisée du 19e et 20e siècle, s'est opposé à Max Weber, dont on sait la définition de l'État, qui était le monopole de la violence légitime. Léon Duguy nous a dit non, la République, et donc l'État, c'est le service public. Si les hommes acceptent de donner leur souveraineté à un État, c'est pour avoir un service public. Donc, la République nous permet de penser la question du service public. Elle nous permet de penser la question, on l'a vu avec les travaux de Piketty et bien d'autres, de la question des inégalités, qui donc blesse cet idéal. Elle nous permet de penser la question de l'écologie, puisqu'il faut penser au bien commun. Et enfin, même, on a vu des très beaux travaux apparaître dernièrement sur la question des communs, donc même une réflexion sur la propriété. Donc je pense qu'en reconnectant avec le sens originel, le véritable de la République, il y a quelque chose à faire autour de la République. Et d'ailleurs, mes étudiants, par exemple, de Seine-Saint-Denis ou d'autres universités, comme à Évry actuellement,
me signent des mails en marquant « Au nom de la République, la vraie ». Et c'est en eux, parfois, que le discours a le meilleur écho, la meilleure caisse de résonance. Nous avons organisé des concours d'éloquence où chacun devait jouer les personnages de la République jacobine. Et jamais les mots de Robespierre, de Saint-Just ou de Danton n'ont semblé résonner avec une acuité plus grande que à Évry, par exemple, où il y avait des personnes qui disaient « Nous n'avons rien fait si nous avons simplement substitué voilà, l'aristocratie de naissance, c'est-à-dire on a enlevé l'aristocratie de naissance, mais maintenant on a fait une aristocratie de richesse. » Donc je pense que la République n'est pas finie. Et la 5e République, du coup. Est-ce que genre c'est un cadre genre qui serait utilisable, en gros, pour faire advenir l'idée de République que vous venez de... Alors sur cette question de Thomas Porcher, je pense qu'il ne revient pas à un universitaire comme moi de donner sa réponse, mais ma réponse c'est de dire que celui qui doit la donner, c'est le peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Le pouvoir souverain, le pouvoir de faire une constitution, appartient au peuple. C'est inscrit dans notre constitution de 1958 à l'article 3. Alors le peuple doit être souverain. Et pour être souverain, et faire ou ne pas faire une nouvelle constitution, la chose qui m'appartient à moi, c'est de l'éclairer. L'éclairer en lui montrant qu'au fond, il y a des traditions républicaines, et pas seulement une. Des traditions qu'on pourrait voir, on va dire, à travers 2 modèles. Il y a un premier modèle qui est un modèle constitutionnel qu'on pourrait dire démocrate, qui renoue avec ses origines jacobines et rousseauistes. Le souverain, c'est le peuple. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, la loi est l'expression de la volonté générale, donc il doit pouvoir s'exprimer au maximum. Comment? À travers ses représentants, donc c'est un parlement. Dans cette première tradition, c'est une tradition qui fait la part belle à la démocratie, au pouvoir législatif et donc au Parlement. Cette tradition, elle est là dans la Première République, dans l'idéal jacobin, on va la retrouver à la 3e et la 4e. Elle a des défauts, c'est qu'évidemment, c'est un objet de débat. C'est un moment où le Parlement est en fusion et donc il peut y avoir une certaine difficulté à trancher. Donc contre cette tradition, on en a fait naître une deuxième, qui est né d'abord avec le premier Bonaparte, et puis qu'on va retrouver avec le second qui, lui, ne sera pas du tout républicain, et puis De Gaulle. Celle-là, elle fait la part belle à l'exécutif, au pouvoir fort. Il faut, dit De Gaulle, donner une tête à l'État. Et là, on est totalement dans ce que j'appelle l'atavisme monarchique. C'est-à-dire, on s'est habitué à avoir, dans cette métaphore du corps social, l'idée d'avoir une tête qui dirige. Et donc, dans cette tradition constitutionnelle, ce qui compte, c'est la décision, l'efficacité. Et pour ça, il faut avoir un exécutif fort. Et donc, l'avantage, c'est évidemment dans les grandes crises, et ce n'est pas un hasard que cette constitution se fait au moment de la crise algérienne, pour résoudre cette crise algérienne que la 4e République ne parvient pas à résoudre, on donne le socle d'un pouvoir fort à De Gaulle, tel qu'il l'avait pensé dans le discours de Bayeux. Donc aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est que les Français se réintéressent à leurs préférences constitutionnelles. Sont-ils plutôt en faveur d'une horizontalité avec la possibilité que tout le monde délibère ou donne son avis, c'est-à-dire cette possibilité de revitaliser le corps politique qui est un peu asséché actuellement, et on voit le nombre de travaux sur le désir de démocratie, des choses très intéressantes comme Nuit debout, le mouvement des places qui vraiment dit qu'il faut plus de démocratie. Donc est-ce que les Français désirent revenir à quelque chose comme ça? Ou au contraire, est-ce que les Français se sentent bien avec une tradition constitutionnelle qui est en fait un peu une monarchie républicaine, plus dure, plus verticale, plus amenée à se vertébrer par une hiérarchie où à la tête il y a un décideur. Donc je crois que nous allons devoir ouvrir de vastes champs. Mes collègues publicistes et historiens du droit seront là effectivement pour éclairer avec l'ensemble des citoyens cette préférence qui à mon avis n'est pas très claire dans le débat actuel. Bon, bah, y a du pain sur la planche. Merci beaucoup en tout cas Thomas Brantôme. Lundi, nous recevrons le député européen socialiste Emmanuel Morel. Vous avez une question pour lui ? Alors, je vais rebondir sur la vôtre et demander à Emmanuel Morel pourquoi, selon lui, le Parti socialiste ne parvient pas depuis des années à avoir une position claire sur la laïcité. Eh bien, nous lui transmettrons la question. Merci beaucoup.